yuan, nous allons utiliser l'euro, nous allons utiliser beaucoup de choses. Voilà, on va voir et on ne sera absolument pas lié à une monnaie. Mais, ça va beaucoup plus loin, effectivement. Réunion du ministère des ministres des Affaires étrangères des BRICS. Et Charles Gave, vous êtes président de l'Institut des libertés, vous avez écrit, vous avez reçu cet excellent livre que je recommande, La vérité vous rendra libre, aux éditions Père de Taillac, parce qu'il explique un peu ce qui s'est passé depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, alors vraiment, au-delà, effectivement, de ce qui se passe avec les monnaies, ça bascule très sec et nous allons être très directement touchés. Mais d'abord, parlons de ce que change cet accord, enfin ce désaccord plutôt, ce petit divorce, pas vraiment prononcé, entre Arabie Saoudite et États-Unis. Bien, il faut revenir à la source, c'est-à-dire quand vous devez avoir de l'énergie, comme l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, et que pour acheter votre énergie, 80% de l'énergie consommée dans le monde, ça reste des énergies fossiles, qu'on le veuille ou non, qui étaient cotées en dollars. Donc il fallait que tout le monde ait des réserves. Exclusivement en dollars. Exclusivement en dollars. Et ceux qui avaient essayé de s'en libérer, comme par exemple Saddam Hussein ou Kadhafi, ils avaient eu des espérances de vie qui avaient été assez réduites immédiatement après. Donc on rigolait pas avec ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez simple, c'est que vous pouvez maintenant acheter votre pétrole directement dans votre monnaie, si l'Arabie Saoudite l'accepte comme mode de paiement. Ce qui veut dire que ce monopole du dollar permettait aux États-Unis, dans la mesure où ils coupaient l'accès au dollar, ce qu'ils pouvaient faire légalement, à ce moment-là, vous pouviez condamner n'importe quelle économie à la déroute. C'était, ils nous tenaient par l'intermédiaire du dollar. À partir c'est-à-dire que tout le monde dépendait des États-Unis pour l'accès au dollar. Vous aviez accès, et par exemple, quand ils ont interdit l'accès au dollar aux Russes, ils ont pensé que l'économie russe allait s'écrouler tout de suite, et puis ça n'a pas vraiment marché. Donc ça a marché pendant très très longtemps. C'est comme ça qu'ils faisaient plier tout le monde. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini, et ça laisse un problème qui est important, c'est que le monde entier, comme ils avaient besoin de dollars, a fait des réserves en dollars, des réserves de change en particulier, gigantesques. Mais chaque société avait aussi des réserves en dollars, chaque société pétrolière, c'était les fonds de roulement, si vous voulez, pour acheter et vendre de dollars. Bien sûr. On pense qu'il y a entre 3 000 milliards et 4 000 milliards de dollars qui sont comme ça en dehors des États-Unis, qui étaient destinés au pétrole, à acheter l'énergie en quelque sorte. 3 à 4 trillions de dollars, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de petites sommes là. Oui. Et la question, c'est si d'un seul coup les gens peuvent acheter leur dollars, leur pétrole en autre chose que du dollar, leurs réserves ne servent plus à rien. Donc vous avez 3 ou 4 000 milliards de dollars qui sont là en dehors des États-Unis, les fonds de roulement pour l'énergie, dont on n'a plus besoin. Et ça rappelle fâcheusement ce qui s'était passé lors du dernier grand changement monétaire, quand le dollar avait remplacé la livre sterling, c'est qu'il était resté dans tout un tas de pays ce qu'on appelait des balances sterling, qui étaient des trucs dont on ne savait pas quoi foutre, quoi. Et donc ça avait entraîné quand plus les sterling rentraient en Grande-Bretagne, plus il y avait d'inflation, plus la monnaie baissait, enfin c'était effrayant, quoi. Et aujourd'hui, Charles Gave, les conséquences seraient quoi Les conséquences, ça va avoir un effet immense. Prenez un pays comme l'Inde, par exemple, qui a une taux de croissance très fort, et ayant un taux de croissance très fort, il a tendance à avoir des déficits extérieurs, parce qu'il croît plus vite que les copains. Donc dans le temps, le déficit extérieur, ils étaient obligés de freiner tout le temps, parce qu'ils pouvaient pas croître au maximum. Mais à partir du moment où ils peuvent payer leur énergie dans leur propre monnaie. Oui, dans la monnaie indienne. Dans la monnaie indienne, la roupie, à ce moment-là, ils n'ont plus cette contrainte du commerce extérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir tous ces pays qui étaient contraints, parce qu'ils n'avaient pas assez de dollars, de ne pas croître, qui vont maintenant pouvoir se mettre à croître. Et donc, ça va déclencher, par exemple, dans l'océan Indien, un boom historique, économique absolument gigantesque. Oui. Et ça peut faire... C'est un vrai basculement, en fait. Là, c'est un basculement total, et c'est un basculement de pouvoir. Et le système de paiement va changer aussi. C'est-à-dire que le système de paiement était un système de paiement par SWIFT, qui était un système qui était complètement centralisé. C'était comme vous pouvez imaginer comme un ordinateur central des années 60 et 70, et tout le monde avait des écrans comme ça dans l'ordinateur central, et si vous deviez par exemple solder entre la France et l'Italie,
Ce que vous faisiez, c'était pas difficile, c'est que vous achetiez des dollars par l'intermédiaire des États-Unis, puis vous les livriez à l'Italie. Donc c'est un système complètement centralisé. Mais dans le monde dans lequel on rentre aujourd'hui, ça va être un système complètement décentralisé. Il y aura plus de monnaie de réserve. Chacun des pays se débrouillera avec le pays d'à côté pour faire ses transactions et puis les solder dans soit des obligations du pays, soit de l'or, soit du dollar, soit du... Alors justement, parlons obligations, etc. Parce que vous avez annoncé une vidéo, on en parlait, que vous allez sortir dans quelques jours par l'Institut des Libertés. Au fond, pour nous, Européens, et particulièrement pour nous, Français, vous dites que, parce que vous avez dit deux choses en préparant cette émission, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Charles Gave, vous avez dit c'est le retour des nations. Retour des nations. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, du plan économique et autres? Et puis, vous dites, on n'est pas à l'abri d'une attaque des marchés obligataires. Je voudrais qu'on explique un peu cela. Alors, la réalité, c'est, là, on revient à la situation française, parce que cette domination du dollar et de ce que j'avais appelé la classe mondialiste, les hommes de Davos ou les ouins du Seigneur, vous savez, tous ces gens qui voulaient notre bien et qui voulaient créer un gouvernement mondial, elle est en pleine déroute. Tout est en train de s'écrouler. On a vu sur les élections qui sont passées en France, on peut dire que probablement 60% de l'électorat a voté contre l'Europe. C'est une réalité, quoi. Et ça veut donc dire que on rentre dans une période difficile. Alors, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Là, imaginons que vous vous endormiez en 1792, et vous vous réveillez en 1830. Vous comprenez rien. Le monde a changé, la Révolution française, Napoléon, tout ça, le monde a changé de façon inouïe. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Vous avez eu l'Union soviétique, la fin des... Enfin bref. Et vous endormez en 1990, vous vous réveillerez en 2030, vous comprendrez rien. C'est-à-dire que si on regarde un peu l'histoire depuis que le capitalisme a commencé, il y a à peu près 70 ans où vous avez un hégémone qui organise, en général c'est celui qui a gagné la guerre précédente, vous savez. Bien sûr, oui. Et qui organise le système à son profit. Ça marche pendant 70 ans, puis ça commence à lâcher de tous les côtés, et vous avez 30 ans de merdier. Donc ça lâche de tous les côtés en ce moment. Et ça lâche de tous les côtés. Encore, ce que j'essaie de dire, c'est que l'ordre américain post-1945 est en train de s'écrouler. Mais il reste très puissant, parce que c'est lui qui contrôle encore tous les systèmes financiers. Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Donc, imaginons qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de voir arriver soit l'extrême gauche, soit la droite en France. Soit la droite, oui. La droite qui ont comme caractéristique de ne pas avoir une passion ni l'un ni l'autre pour les États-Unis, on peut le dire, allez, je pense. C'est clair, on peut le dire. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de les punir avant qu'ils puissent réussir. Donc, la chose la plus, compte tenu de l'état absolument lamentable de nos finances, le point de faiblesse de la France, c'est son marché obligataire, puisqu'elle doit lever entre 350 et 450 milliards de dollars par an, d'euros par an. Les intérêts de la dette étant de 70 milliards. Les intérêts de la dette étant de 70 milliards, le déficit en plus, plus la dette qui vient à échéance, qui a été émise il y a entre 7 et 10 ans, et qui vient à échéance aujourd'hui. Donc, on peut penser qu'il faut lever 400 milliards. Eh bien, en aucun cas, ça ne peut se faire sans l'aide active de ce groupe de gens puissants qui contrôlent les marchés financiers. Et s'ils veulent nous faire sauter, ils ont qu'à donner l'ordre à quelques grandes institutions de présenter leurs obligations à la vente, et le marché obligataire français se pète la gueule. Et les taux d'intérêt se mettent à monter comme des fusées en France, etc. Et ça a un petit peu commencé. Aujourd'hui... Mais quel intérêt ils ont à le faire? Pour faire peur, alors, c'est ça. Pour ramener les Français... Vous savez, c'est ce qu'ils ont fait avec la Grèce. La Grèce avait fait un référendum en disant non, on veut sortir de l'euro. Et puis, ils ont coupé les crédits, la Banque centrale n'a plus accès à l'argent, les banques commerciales n'ont plus accès à l'argent, Ils étaient aussi endettés que nous, la Grèce. Ils étaient aussi endettés que nous, et en 2 jours, ils se sont couchés, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il va y avoir une attaque sur les marchés obligataires, qu'elle a peut-être commencé, que nos systèmes bancaires, déjà, les banques ont décroché de 10 ou 15% depuis l'élection, c'est les banques françaises. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, elles ont perdu 10 à 15%, les 3 grandes banques françaises, Donc, on sent bien que cette attaque va arriver. Et que le but, ça va être d'essayer d'expliquer aux Français qu'il ne faut pas voter pour ces extrêmes, de redonner une chance au centre mou, si j'ose dire, aux macronistes. Et ils vont aussi essayer, si jamais ça ne marche pas et que les gens arrivent, à ce moment-là, c'est là où l'attaque sera vraiment en pleine force. Oui. Donc il faut bien que les gens se rendent compte qu'ils vont arriver au pouvoir, qu'il faut qu'ils aient une espèce de task force, allez, appelons-le comme ça, pour...
enrayer ça dès le départ. Et je crois qu'il y a une partie de la législation française qui dit que si les marchés obligataires deviennent irréguliers, on peut bloquer le système. Ça s'appelle la loi Sapin. On peut enrayer le système. On peut en dire simplement, on dit on ferme le marché obligataire, ou on fait que les transactions qui sont absolument nécessaires, et à ce moment-là. Mais ça suppose que la Banque de France s'aligne, puisqu'elle est soi-disant indépendante. Et donc, elle n'est pas indépendante de la BCE ni de ces gens-là, oui. Mais elle se considérera peut-être indépendante comme des pouvoirs qui seront légalement élus. Donc, il faut aller expliquer à la Banque centrale que, il est temps de devenir patriote, que c'est la Banque de France, et non pas une filiale de la BCE, quoi. C'est ça, il faut se rappeler que la banque, ça s'appelle Banque de France, quoi. Voilà, la Banque de France. Mais est-ce que ça peut se faire ou pas du tout au niveau de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, ce que vous dites Non, mais la Banque Centrale, si vous voulez, ce à quoi on arrive, c'est que on arrive dans ce système où tout explose. Quand j'avais écrit mon premier livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, c'était en 2002, j'expliquais que l'euro allait tuer l'Europe que j'aimais, celle de la diversité, pour essayer de créer une Europe technocratique qui ne marcherait pas. Et bon, on y est en plein. Donc, l'une des conditions de la survie de la France, ce sera peut-être de dire à la BCE, on fait plus partie du système européen. Mais à ce moment-là, si vous sortez de l'euro... Vaste programme, oui. Mais il faut sortir de l'euro à ce moment-là. Ah, mais complètement. Il n'y a pas d'autre chance. Si on ne sort pas de l'euro, on est foutu. Ah oui, vous faites partie des frexiteurs, alors. Ah ben moi, j'ai fait partie de ceux qui ont toujours dit que l'euro ne marcherait pas et que ça se pèterait la gueule, que ça ferait trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, c'était il y a 20 ans. J'ai marqué les usines en Allemagne, c'est plus le cas. Parce qu'ils se sont fait avoir par l'énergie. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont tapé l'Allemagne, ils ont fait sauter le pipeline à l'endroit où ça faisait mal, quoi. C'était donc ce qu'ils ont fait à l'Allemagne sur le plan de l'énergie, ils peuvent le faire à la France sur le marché obligataire. La dédollarisation est un sujet brûlant ces derniers temps. Et selon Charles Gave, un économiste français bien connu du monde entier, le monde est en train de rompre lentement sa relation amoureuse avec le dollar. Mais ne nous emballons pas trop vite. Il ne s'agit pas encore d'un divorce à l'amiable. Imaginez plutôt une relation où l'un des partenaires commence à flirter ailleurs, à tester d'autres options, mais sans oser encore partir pour de bon. Ce partenaire, c'est le reste du monde. Et l'autre, c'est le dollar américain. Pour comprendre ce phénomène de dédollarisation, il est important de savoir pourquoi le dollar est si important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le dollar est la monnaie dominante pour le commerce international. Quand les pays commencent entre eux, que ce soit pour acheter du pétrole, des voitures ou des pommes, ils utilisent souvent le dollar comme si aucun des deux pays n'est les États-Unis. C'est un peu comme si on jouait à un jeu de Monopoly, où tout le monde utiliserait les billets de l'un des joueurs, même si ce joueur ne participe pas directement à l'échange. Pourquoi? Parce que le dollar est jugé sûr et stable, un peu comme la grand-mère de la famille. Elle est là depuis toujours. Tout le monde lui fait confiance et personne n'ose remettre en question son autorité. Mais voilà, la grand-mère commence à faire des choses bizarres. L'inflation aux États-Unis grimpe, la dette publique s'accumule comme des assiettes dans l'évier. Après une fête, et la politique américaine devient de plus en plus imprévisible. Résultat, certains pays se disent qu'ils ne peuvent pas de temps en temps changer de monnaie pour leurs transactions internationales. La Chine, par exemple, fait des clins d'œil appuyés à sa propre monnaie, le yuan. La Russie, quant à elle, a carrément arrêté d'utiliser le dollar pour une bonne partie de ses échanges commerciaux, surtout après les sanctions liées à la crise ukrainienne. D'autres pays comme l'Inde ou le Brésil explorent aussi d'autres options. Charles Gave explique que cette tendance est une conséquence directe des erreurs commises par les États-Unis. En gros, ils ont un peu trop abusé de leur pouvoir. Imaginez quelqu'un qui monopolise toutes les conversations à une fête. Au début, tout le monde l'écoute parce qu'il est intéressant. Mais à force de parler de lui et de ne pas écouter les autres, des gens commencent à s'en lasser et cherchent d'autres personnes avec qui discuter. C'est un peu comme ce qui se passe avec le dollar. Les États-Unis ont trop imprimé les billets
trop joué avec leur taux d'intérêt et maintenant certains pays ont assez et cherchent à discuter avec d'autres monnaies. Cependant, la dédollarisation n'est pas comme d'autres mouvements en masse. On est encore au stade des regards ou d'autre côté des pièces ou encore au stade où tout change de partenaire. Le dollar est toujours très puissant, mais son avenir est moins certain car Charles Gave rappelle qu'il est difficile de remplacer le dollar du jour au lendemain car les alternatives ne peuvent pas encore tout à fait prêtes. En attendant, le dollar continue de régner. Même s'il se sent son règne, il pourrait bien encore remise en question un jour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.